Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique à la une. Ce soir, en Algérie, ils étaient 1 million à défiler dans la capitale pour ce 6e vendredi de mobilisation. Des rassemblements dans tout le pays, Constantine Béjaïa ou encore Oran. Les manifestants réclament non seulement la démission du président, mais aussi la fin du système Bouteflika. Madagascar commémore l'insurrection du 29 mars 1947, un épisode douloureux et méconnu durant lequel l'armée coloniale française a réprimé dans le sang les insurgés. Pour cela, des tirailleurs sénégalais ont été envoyés en première ligne. Aujourd'hui, la réconciliation entre Malgaches et Sénégalais se fait lentement. Reportage de Gaël Borgia à suivre. Et puis si vous vous trouvez au Sénégal, n'hésitez pas à vous rendre à Gorée. Les œuvres de nombreux artistes y sont exposées dans le cadre de la 12e édition de la mémoire de l'esclavage qui se tient jusqu'à dimanche. Mais d'abord, les Algériens ont une nouvelle fois fait la démonstration de leur détermination. Détermination à en finir avec tout le système Bouteflika. Les images de ces rassemblements ont dévoilé une foule immense défilant dans plusieurs villes du pays, à commencer par Alger, où 1 million de personnes sont descendues dans les rues. Des rassemblements parfois dispersés à coups de gaz lacrymogène et de jets d'eau. Pas de quoi décourager les manifestants qui réclament un renouveau politique. Écoutez ces quelques réactions. L'article 102 met de côté le président, mais fait en sorte que le gouvernement reste tel quel. Nous demandons la non-application de l'article 102 de la Constitution. Non à l'article 102. Nous sommes contre le maintien du régime. Nous voulons passer à un vrai système démocratique avec une période de transition et mettre en place un nouveau gouvernement algérien qui sera élu par le peuple. Faut persévérer, faut continuer nos marches, puisque à chaque marche il y a un changement en quelque sorte. Faut persévérer pour arriver à notre but. Et le mouvement de contestation est loin de s'essouffler. Il semble même avoir pris de l'ampleur. Les manifestants vont-ils s'organiser politiquement à Alger? Les précisions de Faisal Metaoui. Ce mouvement de contestation qui a commencé le 22 février 2019 est en train de prendre de l'ampleur et ce vendredi 29 mars, les manifestations étaient très importantes, pas uniquement à Alger, mais au moins une vingtaine de villes du sud, du nord, de l'ouest du pays. Les Algériens sont sortis massivement dire qu'ils ne veulent pas du régime en place, qu'ils ne veulent pas du président Bouteflika et le pouvoir qu'il représente. Les slogans étaient très clairs. Les Algériens ont réclamé l'application de l'article 7 de la Constitution qui évoque que le pouvoir est la source du pouvoir en Algérie et la source de la souveraineté nationale. Donc il y a un refus de l'application de l'article 102 de la Constitution tel que demandé par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Salah. Pour lui, c'est pour faire, si vous voulez, faire partir le président Bouteflika en appliquant cet article 102. Pour beaucoup de manifestants, nous avons eu l'occasion de discuter avec eux. C'est trop tard parce qu'il fallait l'appliquer en 2013 parce que le président Bouteflika a été hospitalisé à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. Effectivement, beaucoup d'observateurs, d'analystes évoquent la nécessité d'encadrer ce mouvement de contestation pour lui donner un contenu politique très clair, parce qu'il s'agit maintenant de partir vers des alternatives, ou une alternative à l'option proposée par le pouvoir d'appliquer l'article 102, c'est-à-dire partir vers une période de transition qui serait gérée par des personnalités, par des partis qui pourraient émerger. Il y a des noms qui circulent. Aujourd'hui, on a évoqué le nom du Zémi Zerouel, l'ancien président de la République, qui a discuté avec les manifestants à Batna, a eu une visite à l'est du pays. Il y a d'autres noms, comme l'avocat Moustapha Bouchachi, comme l'opposant Karim Tabou, comme Mme Zubida Assoul, qui était également une opposante, comme l'économiste Ismaël Almas et d'autres personnalités. Donc, mais les prochains jours seront déterminants parce qu'il s'agit de choisir une voie, une solution avant le 28 avril prochain, date de la fin du 4e mandat du président Bouteflika. Allez, dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, l'installation du nouveau Sénat va reprendre. Après l'avoir suspendu, Félix Tshisekedi est revenu sur sa décision. Le président congolais s'est dit satisfait par le rapport préliminaire d'enquête sur les allégations de corruption de grands électeurs. Plus rien ne s'oppose à leur entrée en fonction. Pour rappel, les partisans de l'ancien président Kabila ont remporté plus de 80 sièges sur les 108.
En Tunisie, Moncef Kartas reste en détention. L'expert mandaté par l'ONU a été arrêté à son arrivée à Tunis. Il bénéficie pourtant de l'immunité diplomatique. Moncef Kartas est en charge de l'enquête sur les violations de l'embargo sur les armes frappant la Libye. Les autorités tunisiennes le soupçonnent d'espionnage au profit de parties étrangères. Un autre ressortissant tunisien a également été arrêté. Moncef Kartas avait participé à la rédaction d'un rapport faisant état de livraison d'armes aux milices libyennes. Et puis au Tchad, cela fait 1 an que les réseaux sociaux sont coupés. Facebook, Twitter ou encore WhatsApp, impossible d'y avoir accès. Pour des raisons sécuritaires, plusieurs associations dénoncent une censure et une entrave à la liberté d'expression. La mesure a été prise en mars 2018 alors qu'un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution. C'est l'un des épisodes les plus méconnus de la décolonisation française car les archives sont rares. L'insurrection du 29 mars 1947 à Madagascar. La répression est sanglante. Elle est menée principalement par des tirailleurs sénégalais envoyés en renfort sur l'île par l'armée coloniale. Un souvenir douloureux pour les Malgaches qui tentent malgré tout de se réconcilier avec la communauté sénégalaise. Voyez ce reportage de Gaël Borgia. Lors de cette fameuse nuit du 29 mars 1947, Rakout Nirayn avait 23 ans. Il faisait partie des insurgés qui ont attaqué les Français dans leur caserne. Il fallait mettre fin à la colonie, quel qu'en soit le prix. Les bruits, les cris, il se souvient de tout. Chaque nuit, on attaquait la caserne militaire à Moramanga. On jouait des percussions. On avait des cris de guerre. Douk, douk, douk. On se tirait dessus. Pour réprimer la rébellion, un contingent de 18 000 hommes est envoyé en renfort par la France. La plupart sont des tirailleurs sénégalais. 72 ans après, Rakout Nirayn est encore hanté par leur visage. Ils avaient des armes plus puissantes. Ils avaient plusieurs entailles sur le visage. Ils faisaient très peur. Et ils étaient plus costauds que les Malgaches. La guerre coloniale a fait entre 10 000 et 100 000 morts côté malgache. Madagascar obtient l'indépendance 13 ans plus tard, en 1960. Depuis, les Sénégalais sont perçus par les Malgaches comme soumis aux colons. Pour réconcilier les deux communautés, le consulat du Sénégal à Madagascar organise chaque année depuis 12 ans un tournoi sportif. Les enjeux de ce tournoi, c'est d'abord l'éducation et le sport. On conscientise les enfants. Ce qui s'est passé en 1947, nous sommes aussi victimes, comme les Malgaches, parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis. On nous a embarqués ici et on nous a donné des fusils. Une sensibilisation qui, petit à petit, porte ses fruits. Même si, faute d'effectifs, il n'y a pas d'équipe sénégalaise cette année. Je trouve que ce n'est pas juste d'avoir cette image des Sénégalais. On vit à une nouvelle époque où il faut changer, s'aimer, s'entraider et travailler ensemble. Oublier les rancœurs du passé par l'éducation, un chemin encore long, alors qu'il n'existe pas de manuel scolaire d'histoire malgache, faute de moyens. Allez, direction justement le Sénégal. Gorée s'ouvre ce week-end aux artistes. À l'initiative d'une poignée d'habitants de l'île, les maisons coloniales sont accessibles au public. Elles abritent des dizaines d'expositions. C'est la 12e édition de cet événement, devenu incontournable dans l'agenda culturel sénégalais. Voilà, c'est chez moi ici. Vous entrez dans une des belles maisons de Gorée. Olivier accueille les visiteurs dans sa villa du début du 19e siècle, heureux de partager l'architecture coloniale métissée, typique de l'île, et la vue imprenable. Oui, c'est un plaisir d'ouvrir ses portes. Gorée est une plateforme, hein. On a beaucoup de monde qui rentre, qui sort, qui vient dire bonjour, qui vient passer un week-end. C'est vraiment, voilà, et Regard sur Cour, ça fait partie de cette vie animée, un peu artistique ou très artistique même. Dans la cour de la maison, les œuvres d'art de ce sculpteur sénégalais. C'est de la récupération. Je suis réparateur de vélos, de mobylettes, mais les vieilles trucs, je les transforme en des œuvres d'art. Parce que longtemps, je les ai caressés à l'atelier de mon père et j'ai fini par les aimer. 40 maisons et 80 artistes au total participent à cette édition de Regard sur Cour. Photographie, peinture, tissage, de nombreux arts sont représentés. Une exposition centrale est aussi consacrée à deux plasticiens sénégalais de renommée internationale,
Camaraguey et Solicissé. Pour les organisateurs de l'événement, il s'agit de faire découvrir autrement Gorée, île mémoire de l'esclavage. Rentrer dans des maisons métissées comme celle où vous êtes, faire présenter des artistes, c'est important. Et c'est le futur. Il ne faut pas oublier le passé, mais il faut aller vers l'avant. Ces touristes sont ravis. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de voir, de visiter Gorée. On ne s'en lasse pas, quoi. Le public a jusqu'à dimanche soir pour découvrir les œuvres d'art et l'intimité des maisons goréennes. Quelques 3000 visiteurs sont attendus. Le pape François est attendu samedi au Maroc. La communauté catholique est en plein préparatif avant la grande messe de dimanche. La question de la migration sera au cœur de cette visite inédite depuis celle de Jean-Paul II en 1985. Jean-Marie Lemaire et Théa Olivier. C'est ici à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat que le pape François dira l'Angélus. On s'active pour effectuer les dernières retouches avant son arrivée. Le royaume, première porte d'entrée vers l'Europe, a régularisé 50 000 migrants, dont beaucoup sont chrétiens. Mais maintenant, la population chrétienne catholique est majoritairement africaine. Dans nos communautés, il y a plus d'hommes que de femmes, plus de jeunes que d'adultes, et plus de noirs que de blancs. À la chorale de Casablanca, ultime répétition du Notre Père en arabe avant la grande messe papale où se réuniront 500 choristes de tout le royaume. On ressent comme une petite bénédiction parce que ça ne va pas arriver 1000 fois dans notre vie, donc on se prépare bien, mais on est super contents et c'est comme une grâce pour nous de recevoir le pape ici. Se réunir autour de la religion, c'est aussi un moyen de trouver une solidarité et un soutien. Les fidèles sont de plus en plus nombreux à aller au catéchisme. Ils seront même 42 à se faire baptiser à Pâques. C'est quand même une bonne chose pour nous qui sommes en pays étranger musulman de nous familiariser aussi avec notre communauté, notre religion. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait une église catholique au Maroc. L'église est présente ici depuis le XIe siècle. C'est en 1976 que les relations diplomatiques entre le Vatican et le Maroc ont commencé. Abdelwahab Malmi était son deuxième ambassadeur. L'intérêt de cette visite, c'est que le Maroc soigne son image d'un pays modéré, de dialogue, de tolérance. Et le Vatican voit dans le Maroc un acteur dans le dialogue interreligieux. Depuis 10 ans, la messe n'a jamais été aussi jeune et dynamique. Ces fidèles subsahariens installés dans le royaume apportent un nouveau souffle à l'église du Maroc qui rassemblerait environ 30 000 chrétiens d'une moyenne d'âge de 35 ans. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité, merci aux équipes en régie et à l'édition. Belle soirée sur France 24. Le monde évolue de plus en plus vite. L'actualité n'attend pas. C'est pourquoi à France 24, nous serons toujours à vos côtés pour comprendre le monde. Pour le meilleur de l'information internationale, 24 heures sur 24, en toutes circonstances. France 24, partout avec vous, à chaque instant.